Alors bonjour à tout le monde, bienvenue dans mon quartier général, le sol aménagé en bureau technologique. Je suis Éric Caron, consultant au Consortium provincial francophone et je suis vraiment content de vous accueillir pour cet atelier Adobe Spark, un atelier que j'ai offert dans les conseils scolaires francophones à plusieurs reprises cette année. Et donc, Adobe Spark est un outil qui pourrait vous être utile et être utile à vos élèves, surtout en ces temps je dirais, où on doit disposer d'outils technologiques adaptés aux tâches qu'on veut que nos élèves accomplissent. Donc, je fais également partie de l'équipe Adobe Education Leader et j'étais vraiment très heureux lorsque Adobe nous a annoncé que la plateforme était maintenant disponible en français. Il y avait déjà une question au départ, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir Adobe Spark? Alors, Adobe Spark est un outil complètement en ligne. Il y a simplement une difficulté pour les gens qui sont en immersion présentement. Je vais y revenir, c'est qu'Adobe Spark est gratuite pour la version Premium Éducation et c'est installé dans les 4 conseils scolaires francophones. Ce ne sera peut-être pas le cas en immersion, donc je vais être obligé d'adapter un peu l'atelier que j'ai offert en présence dans les différents conseils. Voilà. Alors, commençons d'abord par la reconnaissance territoriale. Nous sommes conscients du fait que nous nous trouvons sur les territoires de traités, de lieux de rencontre et de déplacements traditionnels. Nous honorons toutes les Premières Nations métisses et inuits qui ont foulé ces terres et y ont laissé leurs empreintes pendant des siècles. Je vous invite, durant la présentation, à poser vos questions dans la fenêtre conversation. Il y aura également un temps où vous pourrez peut-être poser des questions avec votre microphone. Donc, je vais y aller étape par étape. On sort tous de notre zone de confort actuellement, il faut l'accepter. Qu'est-ce que c'est Adobe Spark? Je n'ai pas créé de petit sondage, j'aurais pu vous demander, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le produit? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà utilisé, qui sont en immersion? Mais je me suis dit non, je vais commencer tout simplement par le présenter. Donc, si vous le connaissez, tant mieux. Vous aurez sans doute l'occasion de connaître quelques fonctionnalités ou du moins comment vous connecter. Adobe Spark, c'est une application en ligne qui se sépare en 3 parties. Vous avez Adobe Spark Post, illustration, qui permet de créer des affiches ou des bannières. Vous avez Adobe Spark Page, qui permet de créer une page web très facilement. Ça, c'est le commentaire que j'ai reçu. Même un élève de 2e année pourrait créer une page web avec Spark Page. Et vous avez Adobe Spark Vidéo, sur lequel je vais mettre un peu plus l'accent aujourd'hui, avec une vision pédagogique, avec une vision où l'élève qui ne peut pas être présent, par exemple, dans vos rencontres avec vos élèves, pourrait avoir une tâche de création d'un projet vidéo et vous envoyer par la suite la vidéo. Donc, c'est un outil, à mon avis, de différenciation de l'apprentissage. Il y a également une application disponible, en fait, 3 applications. Lorsqu'on va en ligne avec un ordinateur, c'est le même site web, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais sinon, vous avez 3 applications sur iOS et je crois qu'elles sont maintenant disponibles sur Android. Et donc 3 applications parce qu'ils ne pouvaient pas en faire juste une. Le poids de l'application aurait été trop important. C'était plus facile d'avoir ça. Donc, vous pouvez aller si vous avez un iPad, faites une recherche Adobe Spark et vous allez avoir Spark Page, Spark Post et Spark Vidéo. Petite vidéo d'introduction. Et en passant, je ne suis pas un vendeur. Donc, je crois beaucoup, moi j'aime beaucoup. Les réactions sur le terrain lorsque j'ai donné des formations étaient très positives. Maintenant, c'est à vous comme professionnel de dire est-ce que l'outil est adapté, oui ou non.
C'était un petit aperçu. Maintenant, pour se connecter avec Adobe Spark, je dois préciser donc que Adobe Spark est un produit gratuit dans sa version limitée, comme beaucoup d'applications. Il est payant dans sa version premium. Si je ne me trompe pas, il coûte quelque chose comme 10 US par mois. Cependant, la version premium pour éducation est gratuite. Ce qui veut dire que si votre conseil scolaire a déjà accès à Adobe Spark, c'est le cas des 4 conseils scolaires francophones. Si vous êtes en immersion, il faudrait le demander à votre conseil. C'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Ce qui est intéressant dans la version éducation, c'est qu'on utilise le courriel du conseil scolaire pour se connecter, donc c'est très transparent. D'accord? Je vais vous mentionner tantôt comment vous connecter et je vous parlerai des différences entre la version gratuite et la version premium pour éducation. On peut donc se connecter, comme vous le voyez, avec Google, avec Facebook. On peut également se créer un identifiant Adobe, ça c'est gratuit, et se connecter à Adobe Spark avec son identifiant Adobe. Vous voyez à droite, Teacher or Student, Login with School Account. Donc ça, c'est pour la version premium pour éducation. Pourquoi un compte scolaire? Et là, c'est important pour nous comme éducateurs. C'est que la version premium pour éducation, vous voyez Spark and Miners. En passant à la documentation, il y a beaucoup de documentation en anglais aussi. C'est pour ça que ma diapo et le texte est en anglais. Mais c'est de plus en plus traduit en français. C'est que Spark est Premium pour éducation, c'est conforme au COPPA, la loi aux États-Unis. Vous savez, le fameux 13 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Ça vient du COPPA. C'est une loi aux États-Unis de protection de l'enfant. Mais Spark Premium pour éducation, il est conforme, c'est-à-dire que des enfants, même du primaire, première, deuxième, troisième année, maternelle au besoin, pourraient l'utiliser et ça serait conforme parce que les images sont filtrées. Vous allez voir les fonctionnalités, mais c'est sécuritaire pour les enfants. Les utilisateurs de moins de 13 ans, comme je vous l'ai mentionné, peuvent l'utiliser parce que la recherche d'images, Spark est lié aux banques d'images libres de droit. Ça, c'est un gros avantage parce que vous pouvez faire une recherche d'images et vous savez que l'enfant ou vous-même pouvez utiliser légalement toutes les images que vous allez trouver. Alors, je passe rapidement là-dessus pour qu'on puisse aller main sur touche. Bon, Get Spark in your school. Écoutez, les services techniques sont probablement débordés présentement. Donc, si vous êtes en immersion et que vos élèves ont 13 ans ou plus, vous pouvez leur demander de créer un compte gratuit. Les fonctionnalités vont être un peu plus limitées, mais ça fonctionne. En bas de 13 ans, je ne le vous conseille pas. En bas de 13 ans, il faut utiliser la version Premium pour éducation. Éric, Oui. au niveau du droit, est-ce que c'est le même type de droit qui s'applique au Canada au niveau de cette règle-là ou pas? Écoute, je te dirais qu'aux États-Unis, ça semble être beaucoup plus sévère. Donc, la version premium pour éducation, elle est en cours au Canada et c'est très, très, très sécuritaire. Oui. Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Pas de problème. Et donc, je vous rappelle, je vais passer quand même assez rapidement là. Je vous rappelle que Franco-Sud, Centre-Nord, Nord-Ouest, CSNO, vous avez accès à Spark, vos élèves ont accès à Spark avec votre compte du conseil scolaire, Premium pour éducation. Centre-Est, il y a une petite différence au niveau de la connexion. Donc, si vous avez des difficultés à vous connecter, contactez Jacques. Il y a beaucoup d'idées d'inspiration dans Adobe Spark et Adobe Spark mise sur la simplicité. Alors, vous allez le voir. Créer un post, une bannière, peu importe. Je vais quitter pour arriver rapidement sur la question de la connexion. Tout d'abord, je vais ouvrir mon Google. Je suis connecté avec mon compte du Conseil scolaire du Nord-Ouest. Pour accéder à Spark, très facile, spark.adobe.com. Vous avez ici les options de connexion.
Donc, si vous êtes avec un compte scolaire, je vous conseille d'utiliser ce bouton-là au moins pour la première fois. Tous les comptes scolaires des conseils francophones sont des comptes Google. Au niveau de l'immersion, il y en a plusieurs qui ont des comptes Google. Vous pouvez essayer le compte scolaire pour voir si vous avez accès à Spark. Si vous n'avez pas accès à Spark, comment allez-vous le savoir? Bien, je reviens sur mon autre ici. Je vais cliquer sur Spark. Lorsque vous êtes connecté à Spark, si vous avez ici, faites-vous remarquer mise à niveau, ou encore si vous cliquez ici sur votre compte, vous allez voir mise à niveau pour obtenir Adobe Spark. Ça veut dire que vous avez la version gratuite. Les fonctionnalités vont être plus limitées et normalement, les enfants de moins de 13 ans, ne leur donnez pas accès à un compte gratuit à moins qu'il y ait supervision des parents. D'accord? Si vous avez un compte premium pour éducation, j'utilise mon compte conseil scolaire, j'ai déjà cliqué ici. Une première fois, je vous conseille toujours, même si c'est un compte Google, cliquez pas là la première fois, juste pour être sûr d'être bien authentifié comme un enseignant ou un élève d'un conseil scolaire. Cliquez ici. Je vais entrer mon courriel du compte scolaire. Et comme je suis connecté présentement dans Chrome avec mon identifiant du compte scolaire, si je fais Continue, normalement, il ne me demandera pas mon mot de passe de Google. Je me connecte dans Spark et je veux voir si j'ai la version Premium pour éducation. Juste à côté de la petite cloche ici, les notifications, je clique et c'est là que je peux voir Spark Premium. Donc là, c'est sécuritaire. Je pourrais même l'utiliser avec mes élèves de troisième année. Je suis sur ma page d'accueil de Spark. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la connexion? Non, ça va bien. Excellent. Alors, si vous n'avez pas accès à Spark Premium, que vos élèves ont plus de 13 ans, ils peuvent se connecter à Spark avec un compte Gmail. Ils peuvent se créer un identifiant Adobe, c'est gratuit. Ou encore Facebook. Une fois que vous êtes dans l'interface Adobe Spark, vous voyez, j'ai quelques projets que j'ai créés lors de formation. Spark est axé sur la simplicité. Je vous montre rapidement comment faire une page web. Vous allez voir à quel point ce n'est pas quelque chose de très, très, très compliqué. Créer un projet ici, vous avez prospectus, là, c'est Spark Post ou illustration. Ça, c'est un poster. Vous avez une page web et vous avez une vidéo. C'est là-dessus que je vais mettre l'accent sur la vidéo, mais rapidement, je vous montre comment faire une page web. Donc, vous avez ici une première possibilité de créer. Je ne toucherai pas à graphique de marque, ça c'est un genre de logo. Format d'illustration personnalisé, c'est lorsqu'on veut créer un poster, mais avec des dimensions personnalisées. C'est vraiment les trois outils. L'autre façon, c'est voir tout. Et voir tout, ben là, on a plein d'idées. Illustration, ça c'est les prospectus. Vous voyez, il y a même des formats pour Facebook et Twitter, Instagram. Pour l'impression, annonce publicitaire, ça nous donne des idées. Page web, populaire, vidéo. Donc, pour créer des vidéos. Moi, personnellement, j'aime démarrer de zéro, à part pour les illustrations. Je vais créer une page web. Ce que j'ai à faire, je veux faire une recherche sur les chevreuils. Ajouter un sous-titre par Éric Caron. Je vais y aller très vite sur la page web parce que je veux mettre l'accent sur la vidéo. Je pense qu'actuellement, le besoin est plus là. Je vais aller me chercher du lorem ipsum. Ça, c'est du texte qui ne veut absolument rien dire. C'est vraiment juste pour meubler une page web. C'est du faux latin. Je vais lui dire 5 paragraphes. Je vais aller me chercher mes 5 paragraphes qui ne veulent absolument rien dire. Ça commence souvent par lorem ipsum, d'ailleurs. Ça, c'est mon texte. OK. Donc, les chevreuils. Vous voyez 4 boutons ici. Les réglages. Est-ce que je veux une en-tête et un pied de page?
L'aperçu va me permettre de voir ce que donne ma page web, présenter et partager. Et j'ai même l'option d'inviter quelqu'un à collaborer à ma page. Donc ça, c'est une idée. Si un enseignant fait faire une page web, il peut dire à l'élève, tu me partages ta page. À la différence de Google Doc, on ne peut pas construire en même temps sur une page. Si quelqu'un l'a d'ouvert, on va avoir un message qu'on ne peut pas ouvrir la page. Par contre, ça permet de faciliter l'évaluation et le suivi des élèves. Vous avez un petit plus Eric, ici? Oui, quand tu dis ce partage-là, jusqu'à combien de personnes peut travailler, exemple, sur une même page ou combien de personnes peuvent travailler sur l'ensemble de ces pages-là? je ne l'ai pas testé, Marc. Je ne l'ai pas testé. Écoute, je l'ai testé à 3-4 personnes, ça fonctionnait bien, mais le but, c'est vraiment comme une équipe de 2, mais les élèves ne pourraient pas travailler ensemble en même temps. Donc, dans le contexte actuel, ça peut être plus difficile, à moins de faire une visioconférence, partage d'écran, de travailler à 2. OK, merci. Pas de problème. Donc, tout ce qu'on fait, c'est rentrer l'adresse de courriel et la personne va pouvoir voir le projet. Un peu comme dans Google Doc, on peut l'ouvrir en consultation ou en partage. Vous avez un petit plus ici. Ça vous indique qu'on peut mettre une photo. Et c'est ici que c'est intéressant. Vous pouvez transférer une photo que vous auriez déjà. Si vous avez un compte Creative Cloud, vous pouvez aller chercher une photo que vous auriez modifiée dans Photoshop. Vous pouvez vous connecter à Google Drive, Google Photos, Dropbox, mais c'est ici photo gratuite. Photo gratuite, c'est des photos tirées de banques d'images gratuites comme Pixabay, Pixels, etc. C'est des photos du domaine public. Vous savez que vous avez le droit de les employer. Donc, on parle de plus en plus de droits d'auteur présentement. Mais je vais faire une petite recherche même en français. Chevreuil. Et toutes ces photos-là, j'ai le droit de les employer. Je vais prendre cette photo-là pour meubler mon fond d'écran. Et regardez ce qui est marqué ici, faites défiler pour commencer à écrire votre histoire. Alors, j'utilise ma roulette pour, scroller, pour dérouler. J'ai un menu qui vient d'apparaître. Donc, je peux mettre du texte, une photo, un bouton amène vers un site web externe. Par exemple, je pourrais faire un bouton et l'amener vers Wikipédia. Chevreuil dans Wikipédia. Vous pouvez mettre une vidéo avec un lien YouTube. Une grille de photos, un glide show, je vais vous montrer rapidement la différence entre les deux. Et vous pouvez scinder la page en deux. Ici, on pourrait mettre une image. On peut également inverser. Et ici, c'est mon texte. Donc, je vais ajouter une image, un petit chevreuil. Et ici, je vais aller coller mon texte que j'avais, mon lorem ipsum. Et vous voyez, quand les paragraphes, j'ai des petits plus qui se rajoutent. Je pourrais ici mettre un lien vers un bouton, une photo. On va placer une autre photo. Et voilà. Je peux mettre une légende. Donc, c'est d'une simplicité désarmante. Comme je veux passer quand même assez rapidement sur page, je vais vous montrer tout de suite la différence entre la grille de photos. J'ai sélectionné quelques photos. Je vais enregistrer. J'ai ma grille ici. Je vais descendre. Et le glide show. Je descends. Sélectionner d'autres photos. Et je vais enregistrer. Ici, j'ai des espaces, je pourrais mettre du texte, un bouton. C'est vraiment toujours, lorsqu'on a un plus, on rajoute un élément. Et si je fais l'aperçu, vous allez voir comment, moi, je trouve que c'est un résultat rapide et qui a une apparence professionnelle. Alors, regardez. Je commence en haut et je déroule. Regardez, la photo s'arrête, le texte défile. Ma petite photo ici, ma grille de photos. Et ensuite, c'est ça mon glide show avec une option de fondu. Ah, remarque, voyez-vous les crédits? Et là, j'ai un petit peu de problème avec ma souris. Alors, je vais utiliser mon touchpad. Les crédits, c'est que les photos libres de droit sont quand même prises par des gens. Et les crédits, c'est qui a pris quelle photo et quelle photo est employée. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau du droit d'auteur.
Si je veux publier maintenant, je vais arrêter ici avec le petit X mon aperçu. Si je veux publier, ça serait ici dans Partager. Je peux publier et partager le lien. La première option ici, c'est bien sûr le titre de ma page. Je peux lui donner une catégorie. Autre. Ici, c'est est-ce que le nom de l'auteur apparaît? Si on fait une recherche entre autres, alors c'est toujours bien qu'il n'apparaisse pas. Vous voyez les crédits du bas de la page. Ils sont ici, je pourrais décider d'ajouter ou de modifier. Et tout ce que je fais, c'est créer un lien. Ma page est en train de se créer. Si vous avez un compte scolaire lié à Google Classroom, vous pouvez le partager dans votre Classroom. Vous pouvez également l'intégrer dans une page Moodle. Vous pouvez envoyer le lien par courriel. Vous pouvez le tweeter ou le publier sur Facebook. Mais si je le copie, que je m'en vais dans mon autre navigateur et que je colle le lien, ma page web est créée. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des questions sur Spark Page? Oui, Eric. Oui. Quand tu parlais qu'on peut le déposer sur le Google Class, Oui. je sais qu'il y a des documents, quand on dépose, on peut donner la permission aux jeunes de télécharger cette page-là. Est-ce qu'elle donne cette possibilité aussi ou tu ne le sais pas? Non, je ne le sais pas. Il faut que je fasse encore quelques tests. Je ne l'ai pas utilisé encore avec Classroom, Marc, mais ce que je comprends, c'est que dans le fond, ça partage le lien de la page web. Dans Classroom, probablement dans le flux. Mais je vais le tester. Il faut que je m'amuse un peu avec Classroom. J'ai quelques demandes présentement. Oui. Oui, tout à l'heure, vous avez dit, lorsque vous publiez, vous ne voulez pas que votre nom apparaisse. Pourquoi? Pour l'élève. Parce qu'il y a des conseils scolaires, entre autres, qui font très, très, très attention à la question d'anonymat pour pas qu'on puisse retrouver des élèves pour différentes raisons. Donc, par exemple, aux élèves, là, je dis par Éric Caron, mais je donnerais sans doute la consigne, surtout pour des jeunes de moins de 13 ans, n'écrivez pas votre nom ou aucune donnée personnelle parce que c'est vraiment publié sur le web. Juste c'est pour les élèves. Pour les élèves, oui. D'accord. Andréane, tu as levé la main? Oui, ton micro est fermé. Excuse-moi. OK. Ma question est, fait automatiquement, quand j'ai fait une page, comme toi, tu viens de finir ta page, si je tape sur le web, les chevreuils, je pourrais tomber sur ta page Internet. Il faut que ce soit référencé sur Google, donc ça prendra un peu de temps, mais on pourrait sans doute réussir à la trouver. Oui. Donc, à ce moment-là, si je mettais des vidéos d'élèves, ce serait plus ou moins approprié parce que tout le monde sur le web pourrait les voir. Ce serait pas privé juste au partage du lien. Très bonne intervention, Andréane. En atelier, certains enseignants de maternelle disent je vais l'utiliser comme site de classe. C'est très, très bien, mais on s'assure que les FOIP soient respectés. Ça, c'est important. C'est-à-dire, les FOIP, qu'est-ce que tu veux dire? Les FOIP, si on place des vidéos, il faut que les parents aient signé l'autorisation pour que leurs jeunes apparaissent. On reste également en contact avec les parents, on les informe du projet et on leur demande la permission. OK, parfait. Très important. Puis les gens qui se demandent pourquoi, je permets d'ouvrir une parenthèse, c'est que parfois, il y a des séparations, par exemple, il y a des ordres de cours pour ne pas voir l'enfant. Donc, ça m'est arrivé dans ma carrière que j'avais quelqu'un que le père sortait de prison et il ne fallait pas que le père sache à quel endroit se trouvait son enfant. Donc, c'est pour ces raisons-là. C'est une question également d'éthique. Donc, voilà. Donc, pour revenir maintenant au menu, on clique ici sur le petit page. Vous voyez le SP là? Si on clique dessus, on arrive au menu. Et si je me dis, ça ne me tente plus que mon site soit publié, bien, je vais cliquer sur mes 3 petits points et je vais annuler la publication. Alors, vous voyez les options. Je peux partager ici dans mon espace de projet. Je peux cliquer sur les 3 petits points. Partager, dupliquer, je pourrais copier, créer une copie. Déplacer, parce que je peux créer des dossiers. Renommer, supprimer et je peux annuler la publication.
Est-ce que je veux l'annuler? Oui. Abracadabra. Et voilà, ma publication n'est plus sur le web. Et pour la supprimer, il faut que j'aille dans mes projets ici, où je vois mon projet, et je pourrais le supprimer ici. Je pense que j'avais même l'option dans la page d'accueil. Oui, c'est le cas, supprimer. Auparavant, il fallait aller dans projet pour supprimer, ça vient d'être rajouté. Un poster, ça, je vais y aller très, très, très rapidement. Je peux passer par ici. Un prospectus. Et on me propose des modèles. Donc, présentement, j'ai Flyer, mais je pourrais décider de faire une petite bannière pour mon Facebook. Et les bannières vont avoir la taille idéale pour votre Facebook. Idéalement, moi, du côté post, je préfère prendre un projet qui est déjà prêt et le modifier. Donc, je pourrais créer à partir de ce modèle. Et comme je vous dis, la rétroaction que j'ai eue, là, c'est il y a des enseignants qui ont envoyé leurs élèves, puis les élèves, rapidement, ils font une prise en charge de ça. Vous avez des petits tutoriels de plus en plus sur YouTube, sur Adobe Spark. Vous voyez les options de modification ici. Donc, création, couleur. Je peux changer mes palettes de couleurs. La mise en page. Présentement, c'est mise en page simple. Je pourrais la changer pour une grille. Je pourrais cliquer pour modifier le texte. C'est d'une simplicité désarmante. Je peux changer l'opacité de mon texte, changer l'alignement. Donc, c'est quelque chose de quand même assez simple. Les effets, le style. Donc, les différentes polices. Et on peut ajouter une police secondaire. Donc, pour Adobe Post, je m'arrête ici puisque je pense que dans le contexte actuel, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Je me permets de retourner dans mes chevreuils sur la page web. Vous avez les thèmes ici. Les thèmes, c'est important parce qu'il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on peut changer les polices, est-ce qu'on peut... Le principe de Spark, la devise de Spark, c'est raconter votre histoire, tell your story. Donc, il voulait que ce soit extrêmement simple. Il y a moins d'options d'édition que dans une application plus spécialisée, mais le but, c'est vraiment d'arriver rapidement au résultat avec la meilleure apparence possible. Donc, je peux tout simplement changer le style. Et si je prends, par exemple, Vintage, il va même modifier ma photo en noir et blanc. Excusez-moi de sauter du coq à l'âne. J'avais complètement oublié les thèmes. Le Adobe Spark Vidéo, au niveau pédagogique, je le vois vraiment comme une application extraordinaire pour faire créer les élèves. Dans le contexte actuel, il faut que les élèves soient pas seulement des consommateurs, mais des producteurs. Adobe Spark Vidéo permet de créer rapidement une vidéo en ayant accès aux banques d'images, entre autres. Quand on dit vidéo, l'élève peut se filmer et utiliser cette vidéo-là dans Spark Vidéo, mais il peut également créer une vidéo à partir des images, de textes et autres. Et ce que j'apprécie personnellement, c'est la simplicité. Je vais donc créer une vidéo. Je lui donne un titre. Je parlais des chevreuils. On continue sur ce thème. Les chevreuils. Suivant. On peut prendre un modèle. Personnellement, j'aime toujours démarrer de zéro. Vous avez une petite vidéo d'introduction qui est en anglais, malheureusement. Vous voyez, c'est très rapide, 1 minute 7. Juste à partir de cette vidéo-là, je pense que les élèves peuvent avoir un bon aperçu de comment on utilise Adobe Spark Vidéo. C'est un peu le modèle de diapositive. Donc, vous voyez ici, par défaut, on vous propose 3 diapositives. Le dernier, ce qu'on appelle le outro, c'est les crédits. Alors, je peux la personnaliser. Je vais y aller plus tard. Pardon, c'est pas les crédits, c'est la marque. Vous le voyez là, le logo. Vous avez les crédits.
Il n'y a rien qui se rajoute parce que je n'ai pas commencé encore. Au fur et à mesure, vous allez voir que les crédits vont vont s'alimenter dans cette diapositive-là. Je vais commencer par ma première diapositive. Tout comme dans Spark Page, vous avez une possibilité de mettre une icône, une photo, un texte, une vidéo. Je vais commencer par une photo. Toujours mes photos gratuites ici. Je fais encore ma recherche sur mes chevreuils. Je vais aller chercher un chevreuil, celui-ci. Vous voyez un autre petit plus apparaître. Je peux aller mettre du texte. Je peux changer la taille de mon texte ici. Et je peux glisser, déposer mon texte. Vous voyez ici le bouton d'enregistrement. C'est pour enregistrer en audio. Tout simplement. Vous allez voir comment c'est simple. Ici, vous avez la durée. Donc, dans la vidéo, présentement, cette diapo-là, diapo titre, va durer 4 secondes. Je vais changer la durée pour 5 secondes. Je vais l'essayer. Présentement, on est sur Zoom. Je ne sais pas si ça va fonctionner deux appareils audio en même temps, mais je vais l'essayer. Pour enregistrer, on clique sur le bouton et on le laisse presser. Les chevreuils. Vous avez vu, c'est marqué la durée 3 secondes. Et vous voyez que j'ai de l'audio maintenant. Présentement, il a changé la durée à 3 secondes parce que j'ai mis de l'audio. Alors, si je veux changer cette durée-là, je vais peser. Les chevreuils. Vous voyez, c'est rendu à 5 secondes. Je voulais que la diapo soit de 5 secondes. J'ai ma page titre de fait. Regardez ici en haut. Disposition. Alors, je peux décider que c'est en plein écran. Écran divisé si je veux une image et un texte, avec une petite légende ou un titre et texte. Le thème. Encore là, vous avez la possibilité de thème, comme ce que je vous ai montré sur page. Redimensionner. Vous avez le choix entre écran large ou carré. Carré est davantage approprié pour certains réseaux sociaux. Et vous avez des musiques libres de droit d'auteur. Gros avantage. Donc, de mon côté, je vais aller me chercher une petite musique. Et vous pouvez, bien sûr, lire la musique en temps normal. Voilà. Rock, est-ce qu'on entendait la musique? Oui, oui. Très bien. OK. Alors, vous voyez, c'est des musiques qui font un peu cacane, j'oserais dire, mais vous savez que vous avez le droit de les employer sans aucun problème. Bon, tiens, celle-là est appropriée pour mes chevreuils. Parfait. On pourrait également rajouter sa propre musique, mais on fait attention au droit d'auteur. D'accord? Je retourne dans Disposition, donc je vais prendre une nouvelle page. Et cette fois-ci, ma page est ici maintenant. Cette fois-ci, je vais faire un écran divisé pour aller mettre, je peux mettre une vidéo. J'en ai une d'ailleurs sur mon bureau. Je vais mettre une vidéo que j'avais tirée de Pixels Vidéo, qui est une vidéo libre de droit. C'est le drone. Ça n'aura pas rapport avec les chevreuils, mais on va se pardonner ça. Et lorsque j'insère une vidéo, bien là, il me dit à quel endroit veux-tu que ta vidéo commence et se termine. Alors, c'est à moi. Oui. De ce que tu viens de parler, quel est le temps maximum de vidéo qu'on peut mettre? Combien de secondes ou minutes, s'il te plaît? Bien, écoute, je n'ai pas vu de maximum jusqu'à maintenant. Par contre, en tant que pédagogue, moi, je dis tout le temps, une vidéo pédagogique ne devrait pas dépasser 5 minutes. L'élève, si on lui demande une vidéo, devrait quand même se limiter à apprendre à être concis. Ça, c'est mon point de vue à moi. Si on crée une vidéo pédagogique pour les élèves, même chose, on essaie de ne pas dépasser 5 minutes. Ça répond à ta question? Oui, mais comme la vidéo tu es en train de déposer, la capacité du logiciel peut être autant de minutes qu'on veut à ce moment-là? Je n'ai pas vérifié en termes de capacité. Je n'ai pas essayé de mettre une vidéo d'1 heure.
Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème. Ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il faut que la vidéo soit téléversée dans Adobe Spark. Donc là, ça va être vraiment la durée selon votre bande passante. Merci. Pas de problème. Mais je vous montrerai des endroits où chercher des vidéos gratuites d'ailleurs. Ça fait partie de la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est cette partie-là que je veux dans la vidéo. Ça dure 6 secondes. On enregistre. Ça prend un certain temps puisque c'est en ligne. C'est le temps de prendre une gorgée de café. J'ai ma vidéo qui est ici, que je pourrais recentrer, comme vous voyez, en glissant. Et ici, je pourrais rajouter du texte. Je vais aller replacer du lorem ipsum encore, juste le petit bout ici. Ça ici. Je retourne. Texte. Les chevreuils sont des animaux magnifiques. Vous voyez la durée ici, 7 secondes. Et je peux encore m'enregistrer, faire ma narration que j'ai préparée à l'avance. D'accord? Je vais rajouter une autre diapositive. Cette fois-ci, je vais placer une autre photo. Voilà. C'est quoi ça, les icônes? Ben, je me permets de vous le montrer. Les icônes, c'est tout simplement des symboles graphiques. Comme, regardez mes chevreuils qui apparaissent ici. Il y en a un qui gambade. Mais les icônes, d'après ce que je vois, j'ai beaucoup de difficulté à les déplacer. Donc, présentement, voyez-vous, je ne suis pas capable de le déplacer, donc ce n'est pas nécessairement approprié de mettre une icône par-dessus une image. Alors, je vais la supprimer. Et encore là, je pourrais rajouter du texte. Les chevreuils sont des animaux magnifiques. Mon texte est un peu trop grand pour une narration. Je peux mettre ensuite le glisser, par exemple ici. Parce que la prochaine étape, donc vous comprenez qu'on peut comme ça faire une dizaine, quinzaine de diapositives. J'ai inséré une vidéo ici, mais j'aurais pu insérer la vidéo directement sur une nouvelle page ici. D'accord? Si j'ai créé une page que je vais effacer, j'ai mes 3 petits points ici qui me permettent de la supprimer. Je peux également lire depuis ici. Ça m'amène à la question de la lecture. On peut lire une diapositive. Je trouve que c'est pas assez long. Je vais augmenter la durée. Ou encore, on peut lire le bouton ici, l'ensemble de la présentation. Les chevreuils. Je clique sur le petit X. Oh, j'ai une diapositive ici que j'avais oublié de supprimer. Oui, supprimer la diapo. J'aimerais que cette diapositive-là apparaisse devant celle-là. Donc, c'est vraiment du glisser-déposer. Ici, ça, c'est le crédit. Je peux changer mon texte. Je peux rajouter mon propre crédit. D'accord? Mais c'est une diapositive, je dirais, plus traditionnelle. Celle-là, c'est vraiment à la fin avec le fond bleu. Maintenant, lorsque j'ai terminé, j'ai quelques options. Je peux partager et vous voyez que je peux inviter quelqu'un. Donc, si j'invite Roch La Rochelle, il va avoir accès. Je vais me permettre de le faire, on va l'essayer. Roch La Rochelle. Ça, c'est dangereux, hein? CPFPP, ton compte du CPFPP, Roch. Dites à vos collaborateurs comment ils peuvent apporter leur aide. Peux-tu réviser mon texte?
invité. Ah, et il aura la possibilité de le modifier. Donc, ça ne semble pas être en lecture seulement. C'est une fonction qui est supposée venir. Donc, vous savez que ces applications-là sont développées au fur et à mesure. Donc, ils l'améliorent. À mon avis, Adobe va l'améliorer pour pouvoir co-construire un peu comme Google Documents. Vous avez, lorsqu'on fait lorsqu'on fait la prévisualisation, vous avez la possibilité également de le publier en ligne. On a cette possibilité-là d'en partager ici aussi, publier en ligne. Mais ce que j'aime, ce que je préfère, publier en ligne, il va être en ligne, puis on pourrait le mettre dans Classroom. Mais comme c'est des vidéos d'élèves, moi, je préfère toujours le téléchargement. Et là, il prépare la vidéo. La vidéo, à ce moment-là, va être en format MP4. Et pour garder la confidentialité de l'élève, pour des projets comme ça peut être déposé, par exemple, dans un Google Drive et partagé avec vous. Donc, c'est tout dépendant de la durée, le temps de calcul de la vidéo va être plus ou moins long. C'est pour ça que je n'ai pas fait une vidéo de 20 minutes. Et vous voyez, en bas dans Google Chrome, les chevreuils MP4 vient d'apparaître. Je pourrais le déplacer sur mon bureau. C'est ce que je viens de faire. Vous voyez ici en MP4. Les chevreuils. Et qu'on aime ça s'entendre hein, sur une vidéo. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Éric? Oui. Ce que tu viens de dire au niveau de téléchargement, est-ce que je peux le télécharger, le mettre sur mon ordi et ensuite le transférer quand je le veux sur le Google Classroom? Bien, tout à fait. Présentement, Marc, il est sur mon bureau, les chevreuils 1. Donc, je pourrais facilement le mettre sur Google Classroom. Il est dans le format MP4, qui est un format standard. Donc, il ne devrait avoir aucun problème à être lu sur appareil mobile, ordinateur, que ce soit un Mac, PC ou même Linux. Donc, oui, J'aurais aussi une deuxième question, s'il te plaît. vas-y. Concernant les recherches puis les droits d'auteur, exemple, je fais la crise d'octobre, je vais prendre un extrait du journaliste qui pose la question à Trudeau jusqu'où tu vas aller, puis sa réponse est Just Watch Me. Si je le prends sur YouTube, est-ce que ça peut être au niveau, là je te parle au niveau éthique, un problème, ou si je passe par Radio-Canada, puis je trouve ce clip-là, puis je le télécharge, est-ce que c'est la même valeur ou c'est des éléments que je dois porter attention lorsque je crée? Écoute, si l'esprit du droit d'auteur, si tu fais un travail, par exemple, sur Justin Trudeau par rapport ou je dis Justin, là tu parlais de Pierre Elliott, et que je prends un extrait trouvé sur YouTube, Just Watch Me, et que tu le places dans une présentation parce que ça a un but réellement pédagogique, ça ne devrait absolument pas poser de problème. Merci. Excellent. Oui, allez-y. Si vous avez fini, par exemple, le projet, vous voulez le publier, ensuite, il y a le lien qui est généré. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de changer le lien, de mettre, je ne sais pas... Non. Non, mais par contre, moi, j'utilise Bitly. Et je pense que le consortium, j'ai proposé, puis on est en train de regarder ça. On essaie de s'adapter à vos besoins, d'ailleurs. Mais vous voyez, je pense qu'il y aurait peut-être un besoin au niveau des extensions qui permettent d'améliorer le travail quotidien. Moi, j'utilise Bitly. Et je vous donne un exemple. Là, je suis avec mon compte du consortium. Si je prends un projet récent, j'avais fait une présentation sur la propagande, ici. Je ne sais pas s'il est publié. Mais c'est une petite stratégie que je vous donne. Si vous faites, par exemple, un site web dans lequel vous voulez partager l'information aux parents, c'est ce que les enseignants de maternelle de première année me donnaient. Je ne sais pas si lui, il est publié. Il n'est pas publié, je vais le faire. Je vais créer un lien. Vous voyez, je vais copier le lien.
Je vais le coller dans mon autre onglet pour arriver à ma page web. Là, c'est ma page web. Vous voyez que ce n'est pas l'espace de création. Bien, le petit bit.ly ici, l'extension, qui est directement connecté à mon compte Google, me donne un lien raccourci. Et là, il ne me donnera pas un bit, mais il va me donner un Adobe.ly. Et je peux même essayer de changer l'URL pour voir s'il est disponible. Corée du Nord, tout en minuscule. Je pèse sur Enter. Ah, le lien n'est pas accessible. Corée du Nord 99. Et oui! Alors maintenant, si je prends ce lien-là, Adobe.ly, là, je vais le copier. Je vais retourner dans mon Firefox, un autre navigateur sur lequel je ne suis pas connecté, juste pour vérifier mon lien. Ah, c'est bizarre. Normalement, je ne sais pas pourquoi il m'a marqué Adobe.ly, mais il semble avoir un problème avec ça. Mais sinon, sur le site de bitly.com, vous pouvez faire la même chose, mais vous ne serez pas, si je ne me trompe pas, en mesure de le personnaliser. Alors ici, je pourrais mettre mon lien. J'ai posé cette question parce que tout simplement, comme je vous ai dit, souvent le lien est très long à recopier. Absolument. Donc, s'il y avait une possibilité... Il y a aussi un où ce que vous pouvez le personnaliser. C'est gratuit, c'est tiny.cc. Je vais juste l'écrire dans le... Oui, merci Rock. C'est très facile à utiliser et vous avez le choix de mettre le nom que vous voulez. Je voulais terminer la présentation. Je vais tout d'abord dépublier. Ah, je ne voulais pas faire ça. Je voulais le dépublier avant. Mais je voulais terminer la présentation pour vous donner quelques idées de banque d'images libres de droit pour le respect des droits d'auteur. Bon, annuler la publication. Parfait, ça c'est fait. Si je reviens à ma présentation Adobe Spark, ici, vous avez différents sites web qui existent pour... dans le fond, c'est des sites dans lesquels des gens publient des photos, des vidéos. C'est bien de mentionner le nom, mais ces images-là, c'est toujours bien pour une raison éthique, mais ces images-là appartiennent dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, il est tout à fait légal de les utiliser à des fins pédagogiques, même commerciales. C'est légal de les modifier, de les utiliser tels quels. Vous ne pouvez pas les vendre. Par contre, OK, donc pixabay.com, c'est un exemple. Pixels et Pixels Vidéo, P-E-X-E-L-S, Pixels Vidéo. Dans Pixabay, vous avez non seulement, si je m'en vais dans Pixabay, vous avez non seulement des images, mais vous avez également des illustrations. Vous voyez ici photos, illustrations, des images vectorielles, donc dans des formats qu'on peut agrandir sans perte de qualité, des vidéos et de la musique. Mon conseil, par contre, si vous utilisez des images du domaine public de ces places-là, gardez toujours une copie de l'image. Lorsque vous téléchargez une image, il y a la date, l'heure, la seconde du téléchargement. D'accord? Parce que parfois, les maisons qui vendent des images, comme Getty's Image, ça, c'est des maisons qui vendent des images, par exemple, à des médias. Parfois, ils trouvent des photos et ils les achètent. Donc, les gens les sortent de Pixabay et les vendent à Getty's Image. Ça m'est arrivé personnellement que Getty's Image me contacte pour dire « Nous avons constaté que vous aviez une photo sur votre site web dont les droits nous appartenaient. Nous vous mettons en demeure de la retirer. » Mais moi, j'ai pu répondre à Getty's Image. L'image a été téléchargée à tel jour, telle heure, telle seconde. Je l'ai quand même retiré du site web, mais Getty's Image ne pouvait pas me poursuivre d'aucune façon. Parce que lorsque je l'ai téléchargée, elle était du domaine public. Alors, un petit conseil, on se crée un Google Drive ou un espace et on garde les photos pour être en mesure de prouver que lorsqu'on l'a téléchargé, c'était du domaine public. Ça complète ma présentation. En espérant que ça vous donne un aperçu, il y a plein de petits tutoriels. La rétroaction que j'ai jusqu'à maintenant des enseignants, c'est rapide, gratuit pour la version premium pour les conseils scolaires qui l'ont, mais que les élèves également, rapidement, la courbe d'apprentissage est très faible. Donc, c'est le commentaire que j'ai. Vous pouvez revisionner le webinaire, le lien sera mis en ligne. Vous pouvez partager le lien. Je vais cesser l'enregistrement pour garder le temps pour des questions. Juste avant,
des questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.